Nous sommes en direct depuis le salon du Made in France et le MIF Expo, fait en France la télé par Origine France Garantie, fait en France le débat parce qu'il y a des conférences et vous le voyez juste derrière moi, Marianne, fidèle partenaire de ce salon du Made in France et j'ai le bonheur d'être avec Natacha Polony, sa directrice de la rédaction. Bonsoir Natacha. Bonsoir Anthony. Merci d'être avec nous, des invités de prestige sur un sujet très sérieux et hautement important. Ce sujet, c'est l'Europe. L'Europe est-il un atout ou un frein pour le fabriquer en France? On va en parler dans quelques instants avec nos invités. Roland Lescure, ancien ministre, vice-président de l'Assemblée nationale. Bonsoir monsieur, Bonsoir, merci d'être avec nous. L'invitation. À vos côtés, Alain Di Crescenzo, président de CCI France. Merci d'être avec nous. Merci et bonsoir. Arnaud Montebourg, ancien ministre, entrepreneur et partenaire en miel sur cette conférence bleu, blanc, ruche, administrateur également de la certification Origine France Garantie. Merci d'être avec nous. Natacha Polony, je le disais, Marianne, partenaire du salon du Made in France, du MIF Expo, depuis quasiment le début, on peut le dire. C'est un partenariat important parce que c'est un salon important pour Marianne. Je vais vous dire, quand on s'appelle Marianne, c'est bien la moindre des choses que de s'intéresser non pas à l'apparence de ce qu'est la France, à l'idée éthérée de ce que pourrait être la France, mais à ce qu'elle est concrètement et à ce dont les Français ont besoin pour que leur pays continue à vivre. Et c'est pour ça que pour nous, c'est absolument essentiel d'être partenaire du Salon du Made in France parce que l'énergie, la réussite, elle est ici. Et qu'en fait, ce qui est désespérant parfois quand on observe la politique française, c'est de s'apercevoir que l'énergie est ici, la création d'emplois est ici, l'innovation est ici, mais qu'il y a énormément de politiques qui ne le comprennent toujours pas. Défendre le fabriqué en France, défendre la production, c'est avant tout une garantie d'indépendance. C'est le fondement même de ce que devrait être l'action politique. Donc c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. C'est de cela dont on va parler, un sujet que vous avez choisi, chère Natacha. L'Europe est-elle un frein, un atout, un sujet qui vous tient particulièrement à cœur? Pourquoi vous avez choisi ce sujet-là ce soir et aussi nos intervenants, nos invités? D'abord parce que je crois que le débat sur le rôle de l'Europe est systématiquement mal posé. J'en ai assez d'entendre en permanence des référendums pour ou contre l'Europe comme si ça avait un sens. Je veux dire, débattre du rôle de l'Union européenne et de la place de la France dans l'Union européenne, de la pertinence ou non des différentes normes, des politiques qui sont menées, ce n'est pas être pour ou contre l'Europe, c'est comprendre que si l'Europe a un sens, si elle sert à quelque chose, c'est à protéger les citoyens des pays européens et c'est donc à protéger leur indépendance par la production. C'est pour ça que ce sujet, c'est celui-là dont on va parler et on va en parler avec des gens qui le connaissent particulièrement, des gens qui agissent, des gens qui comprennent que l'enjeu économique, c'est ça qui va nous permettre tout simplement de répondre à tout ce qu'on voit. Enfin, je veux dire, Donald Trump a été réélu. Depuis 2 jours, on voit une espèce de panique dans les milieux politico-médiatiques. Oh mon Dieu, mais est-ce que ça va être catastrophique pour la France? Enfin, pardon, mais si on attend l'élection de Donald Trump pour se dire qu'il y a un sujet sur la capacité de l'Union européenne à préserver son industrie, c'est assez affligeant. Roland Lescure, je vous ai entendu dans une interview il y a peu de temps justement réagir à l'élection de Donald Trump en disant qu'il ne suffit pas juste de diaboliser, de se dire pour ou contre, c'est de savoir comment on travaille plus intelligemment ensemble, main dans la main. C'est ça aussi le sujet de l'Europe. Oui, d'abord la réélection de Donald Trump, parce qu'il avait déjà eu un premier mandat. Donc on sait à peu près à quoi s'attendre et ce sera sans doute pire parce qu'il est aujourd'hui sans force de rappel. Il a très vraisemblablement la majorité au Congrès, au Sénat, la Cour suprême. Et surtout, il a l'impression d'avoir, et c'est pas qu'une impression, d'ailleurs une réalité, pris une revanche exceptionnelle. Et donc il mettra en route son programme, qui est un programme à la fois de souveraineté, de protectionnisme, et de compétition pas toujours saine et honnête avec les autres blocs. Et donc l'Europe se doit de réagir. Alors, on n'a pas tout à fait attendu la réélection de Donald Trump pour commencer à agir, mais moi j'ai la conviction que la réélection de Donald Trump va servir de wake-up call à des gens qui, aujourd'hui en Europe, n'ont pas nécessairement épousé l'idée qu'une politique industrielle européenne, c'est la seule manière de projeter l'Europe vers l'avant. Alors, ce n'est pas une politique industrielle d'hier, c'est une politique industrielle d'aujourd'hui et de demain, parce qu'on est dans une révolution industrielle exceptionnelle qui fait qu'on doit décarboner nos industries,
qu'on doit inventer les industries de demain grâce à l'innovation, grâce aux industries vertes, et qu'on doit le faire dans un monde qui n'est plus aussi plat qu'il était. Depuis la Covid, depuis les tensions géopolitiques qu'on a, on sait bien que c'est avant tout en Européens qu'on doit constituer les forces de production qui vont nous permettre d'épouser cette révolution industrielle. Donc c'est vrai que l'élection de Trump est au fond une certaine occasion pour l'Europe d'avancer. L'Europe en général avance face à des crises et on va sans doute faire face à une crise de la relation transatlantique qui n'est pas exceptionnelle déjà depuis quelques années mais qui va sans doute se tendre encore plus. Arnaud Montebourg, est-ce qu'il fallait attendre ce wake-up call, comme le disait Roland Lescure? Est-ce qu'il arrive enfin et c'est tant mieux ou non, ça ne sera pas suffisant? On est comme tous les gens qui essaient d'utiliser le bon sens, mieux vaut tard que jamais, mais enfin ça risque d'être jamais si on regarde ce qui s'est passé avant. Puisque franchement, qu'est-ce qui s'est passé? Moi je prends l'exemple du numérique. Nous sommes une colonie numérique des États-Unis. Google a 92% de part de marché dans tous les pays d'Europe occidentale. Je rappelle qu'en Russie, en Chine, il n'y a pas Google, parce qu'ils ont dit non, donc c'est possible. On nous a dit c'est pas possible, c'est pas possible. Si, c'est possible. Donc quand je vends du miel sur Internet, qui est mon patron? C'est pas mes clients, c'est l'algorithme de Google. Et il n'y a même pas un commissaire européen, même Margrethe Vestager, qui s'est réveillé en disant ça doit redescendre à 50% pour laisser renaître un écosystème capable de, dans le cloud, dans l'intelligence artificielle, dans les données, dans tous ces secteurs-là, on est écrasé, l'Europe n'a rien fait. Donc dans l'industrie, qu'est-ce qui se passe? La même chose dans le numérique, c'est ce qui va se passer. Dans l'automobile, heureusement que Boeing est mauvaise pour qu'Airbus retrouve des couleurs. Mais sinon, regardez ce qui nous arrive. L'automobile allemande est en bas, le gouvernement explose là-dessus. L'automobile française, j'ai déjeuné à midi avec des sous-traitants de l'automobile française. Les boîtes les plus saines, toutes les autres ont tribunal de commerce, mais les boîtes les plus saines ont déjà plus de cash. Je vois le cash qui est en train de fondre. Donc on sait qu'on va perdre 40 000 emplois dans les mois qui viennent. Alors on va entendre parler de Valeo, de Michelin, ça c'est l'automobile, mais dessous, c'est une boucherie. On a un record de faillite devant les tribunaux de commerce. Électricité en est la première cause. Pourquoi? Parce qu'on a obéi aux règles stupides du marché européen que défend M. Lescure quand il était au gouvernement. Pourquoi on a les défendus? Mais parce qu'on a la religion de la loi européenne. Est-ce que vous savez que nous sommes obligés, nous, les origines France Garantie, de payer pour faire certifier que c'est français? Je préférerais que ce soit les autres qui soient obligés de payer pour démontrer qu'ils ne sont pas français ou qu'ils aimeraient devenir français. Donc, on n'a pas le droit de le faire parce que la Commission européenne dit il y a des obstacles, c'est un obstacle au commerce qu'on mette des labels sur les produits. Non, mais... et donc, avec ça, méfiez-vous de nos amis européens parce que franchement, on n'a pas besoin d'ennemis. Voilà mon point de vue. 3 de réponse, Roland Lescure, j'arrive à... Non mais je reconnais là bien le lanceur d'alerte avec qui j'ai déjà eu l'occasion de débattre un certain nombre de fois. L'Europe a été, et vous avez mentionné un certain nombre d'éléments souvent un frein, c'est aussi un accélérateur phénoménal. Parce qu'elle donne aux entreprises européennes et en premier lieu aux entreprises françaises accès à un marché qui est le plus grand du monde. Vous parliez de l'énergie. On a pendant un an manqué d'électricité en France. Si on n'avait pas eu le marché de l'énergie européen, on se serait retrouvé avec des prix de l'énergie encore bien plus élevés qu'ils ne l'étaient. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, le défi de l'énergie, ce n'est pas un défi européen, c'est un défi de compétitivité de l'Europe vis-à-vis des États-Unis, qui ont une énergie bien plus chère que la nôtre et qui en plus subventionnent leur industrie pour la relancer. Et c'est là qu'il faut que l'industrie se réveille, c'est là qu'il faut que l'Europe se réveille. Nous, on a plaidé depuis un certain temps, et on l'a mis en œuvre en France avec France 2030, pour subventionner les industries vertes. Ce que j'espère, et un grand Européen qui ne doit pas être dans les petits papiers de M. Montebourg, Mario Draghi, a publié un rapport il y a quelques semaines qui plaide pour ça, 600 milliards d'investissements pour décarboner l'industrie traditionnelle, pour faire du Made in Europe dans l'industrie de demain, c'est possible. Et donc, c'est bien beau de se plaindre de ce qui ne marche pas. On a été capable, depuis 7 ans, d'ouvrir plus d'usines en France qu'on en fermait. Les chiffres sont sortis pour le premier semestre. Ce n'était pas le semestre le plus beau de l'histoire du cinéma. On a ouvert plus d'usines en France au premier semestre 2024 qu'on en a fermé. Et ça, c'est une bonne nouvelle dont on peut, j'espère, se féliciter ensemble.
Alors, Na- d'abord, Natacha. il faudrait sortir de ce mythe, de cet argument de ceux qui critiquent la fixation du prix de l'électricité voudraient qu'on sorte du marché de l'électricité. Pardon, J'en mais ai entendu beaucoup qui le revenir, faisaient, hein. revenir sur la fixation du prix de l'électricité, ça ne veut a pas raison, dire Madame qu'on Polony. n'achèterait pas de l'électricité à nos voisins et qu'on leur en vendrait pas. Ça veut juste dire qu'on le paierait à son juste prix. Il y a eu au mois de juin un bug dans la fixation du prix de l'électricité, du prix unique de l'électricité. Et pendant 24 heures, chaque pays a payé l'électricité au prix qu'il devrait le payer. Eh bien, en France, on était autour de 2 euros, si je ne me trompe. En Allemagne, c'était plus de 400 euros. Donc, ça veut dire que visiblement, en France, nous ne bénéficions pas de, normalement, les prix qui devraient être les nôtres pour que nos entreprises puissent fonctionner. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. La question, c'est très bien de dire heureusement qu'on a l'Europe, c'est formidable, elle nous a sauvés. Si ma tante en avait, on l'appellerait mon oncle. Le problème, c'est concrètement comment ça se passe. Je vais vous raconter une histoire toute simple. Il y a quelques années, il y a une entreprise hollandaise qui a décidé de payer un rapport sur les conditions de vie des coiffeurs. Paye le rapport qui démontre que dans la coiffure, on se prend évidemment des nuages de laque qui peuvent être potentiellement cancérogènes. Immédiatement, on fait passer ça aux députés européens, au Parlement, qui se dépêchent de voter une norme pour dire qu'il faut interdire telle composante dans les lacs. Pourquoi cette entreprise a-t-elle fait cela ? Parce qu'elle avait un autre composant et qu'elle a pu torpiller tous ses concurrents européens. C'est comme ça que fonctionne l'Europe, l'utilisation de la norme, non pas pour renforcer les entreprises européennes, mais pour qu'elles puissent se faire la guerre. Donc la question, c'est de savoir comment on peut organiser l'Union européenne, non pas comme un marché de concurrence entre pays européens dans lequel, en fait, la France n'aide jamais ses PME alors que les autres pays soutiennent leur tissu économique, et comment on peut transformer ça en effet, un marché qui favorise les entreprises européennes et qui leur permettent d'être compétitives face à la concurrence des empires qui se sont réveillés. Bon, je veux pas être trop long, mais vous parlez à un ex-ministre qui s'est retrouvé au banc pour défendre un certain nombre de PFAS, vous savez, ces polluants éternels, dont certains ne sont pas dangereux pour la santé, mais considérés par tels comme un certain nombre de lobbies, pour protéger l'entreprise SEB, qui fait des poêles Tefal vendus dans le monde entier et qui risquait de fermer. Donc, de ce point de vue-là, l'impact des normes sur l'emploi doit être intégré dans une logique positive. Vous prêchez un convaincu. Mais ce que vous dites de l'Europe est en partie vrai et en partie faux, parce que les normes européennes aujourd'hui, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de favoriser, par exemple, la production de véhicules électriques en France par rapport à ceux qui viennent de Chine. Et ça, c'est nous qui l'avons obtenu, M. Montebourg. Vous savez bien qu'aujourd'hui, le bonus automobile, il est réservé aux véhicules européens en France. Si vous achetez une Dacia cette année qui faite en Chine, vous n'aurez pas les 6 000 euros. Si vous achetez une R5 faite à Douai, vous les aurez. Et ça... Pardon, Monsieur le Ministre, mais à Marianne, nous avons sorti la note de la Direction générale des entreprises qui démontre que justement cette politique a été menée de façon absurde, c'est-à-dire que le résultat, c'est que les ventes de voitures électriques françaises n'ont pas bougé. Alors certes, les ventes de voitures électriques chinoises ont baissé grâce au bonus, mais ce sont les ventes de voitures européennes qui ont augmenté. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'on n'a pas osé fâcher nos amis allemands. Non, c'est pas vrai. Parce qu'on n'a pas C'est pas osé vrai. C'est pas favoriser vrai. la production C'est parce française. qu'on fabrique pas encore de voitures françaises. Les voitures, les R5, elles sont en train d'arriver là. Donc on verra l'année prochaine si la R5 a pris sa part de marché. En tout cas, c'est une très belle voiture faite à Douai. Je vous engage à l'acheter parce qu'elle vaut le détour. Et elle est certifiée Origine France garantie. Ça ne, voilà, comme Et ça, elle on est faite passe. à Douai par des employés français. Mais là où on ne se retrouve pas, effectivement, c'est que moi, je considère que l'Europe est plus forte quand elle est rassemblée et que je préfère que des entreprises européennes puissent vendre en France à condition que des entreprises françaises puissent vendre en Europe, plutôt que l'inverse. Parce qu'au sein de l'Europe, on est sur une concurrence plus saine qu'avec la Chine ou avec certaines parties des États-Unis. Je voudrais avoir un retour terrain, cher Alain Di Crescenzo. Vous êtes président de CCI France.
Chambre de commerce et d'industrie. Vous accompagnez, vous, les entreprises au quotidien. C'est votre mission pour qu'elles se développent. Quel est le retour des entreprises? Quelle est la vision majoritaire? Si on devait... alors, il y a une étude que vous avez réalisée sur l'image de la France à l'international. On en parlera demain matin à 10h30. Mais moi, j'aimerais savoir le retour que vous avez des chefs d'entreprise par rapport à l'Europe. Est-ce que c'est vu comme un frein? Est-ce que c'est vu comme un atout? Non, mais c'est vu comme un business. 80% de nos flux, on les fait avec l'Europe. Nos premiers clients, dans les 5 premiers clients, vous avez les États-Unis, vous enlevez les États-Unis, vous avez l'Allemagne, vous avez l'Italie, l'Espagne et la Belgique. Et aujourd'hui, si vous voulez, alors moi j'ai la chance d'avoir quelques cheveux blancs aussi. Mais j'ai connu avant la monnaie unique. J'ai connu mes déplacements périlleux, j'ai connu le risque de change sur nos pays frontières. J'étais implanté dans mon entreprise dans 22 pays dans le monde, dont les 3/4 en Europe. Mais ce qu'on a créé a changé notre vie. Donc on va chercher nos clients, quand on accompagne nos entreprises pour faire du business à l'étranger. Vous ne croyez pas qu'on va aller aux États-Unis en premier ou en Asie en premier? On va où? On va là où c'est le plus proche de nous, où les normes sont les mieux maîtrisées. Je ne dis pas que c'est parfait, mais je parle du mieux et je ne parle pas du bien. Et ça, on le trouve en Europe. Alors, Arnaud, c'est vrai, il faudrait faire plus, mieux se protéger, etc. Mais moi, je travaille dans les technologies, j'ai fait ça toute ma vie. Aujourd'hui, et dans l'énergie. Et aujourd'hui, je me dis que, imaginez qu'avec toutes les couleurs que je porte dans mon cœur, que tout seul en France, on créera un leader mondial, tout seul, dans le domaine des technologies, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de l'aéronautique. On a bien connu, on était ensemble chez Airbus, on s'est rencontrés là. Aujourd'hui, c'est pas possible. On a des frais de R&D qui sont colossaux à faire. On a besoin d'un marché domestique étendu, donc un marché à minima européen. Et ça, si vous voulez, c'est l'Europe qui nous l'apporte. Moi, j'ai un élément, et je m'arrête là. C'est que tout ce qu'on se dit, c'est qu'on n'en a pas assez fait au niveau européen. Moi, si j'avais un reproche à faire, c'est que peut-être que ce 1% de budget qu'on met pour faire l'Europe, on n'en met pas assez. Parce que c'est peut-être pas avec ça qu'on va développer les dynamiques du futur, les produits du futur, et une cohérence, et ce qui va nous protéger. C'est juste le petit regret que j'ai. Vous disiez, Roland Lescure, tout à l'heure que l'Europe, effectivement, ce sont des normes qui garantissent la manière dont on produit, notamment, qui sécurisent cela. Arnaud Montebourg, c'est bien, mais en même temps, on a le droit d'importer des choses qui sont fabriquées, qui ne sont autrement que dans ces normes, voire contraires à ces normes. On n'est pas contre le marché européen. Est-ce que, comme dit Alain Di Crescenzo, on ne va pas assez loin? Écoutez, moi, ce que je vois, c'est que les coûts pour l'Union européenne de l'uniformisation est très élevé. Aux États-Unis, d'un État à l'autre, ce pas les mêmes lois. On n'en meurt pas, c'est le même marché. Donc on peut avoir un marché sans avoir la mise sous la toise. Bon, donc on peut, moi je suis maintenant opposé à l'intégration juridico-politique à coups de batte de baseball sur la tête des nations européennes. Ça ne marche pas. Donc ça, je ne suis pas du tout d'accord. Mais on a besoin d'une Europe qui, au lieu d'infliger des normes en permanence à jet continu, écoutez, je ne sais même plus dire toutes les directives qui nous tombent dessus, il y en a au moins 50 par an, ça fait presque une tous les 2 par mois. Et en vérité, plus personne n'arrive à suivre et à digérer. Donc les Européens, ils en ont marre. Moi le premier, vous aussi, parce que, excusez-moi, toutes les normes dont nous vous plaignez, quand vous allez au gouvernement en disant, dites donc vraiment ces normes, les 3/4, c'est des trucs qui nous tombent de Bruxelles, qui ont été négociés sur le coin du bar, là-bas, et qui n'ont pas grand sens pour nous. Donc on a besoin de diminuer la tension normative contre les Européens. Et on a besoin d'augmenter la pression agressive contre les non-Européens. C'est ça le problème. Pas de protection. Nous sommes la déesse de l'amour, Vénus. Pendant que les autres nous font la guerre. Ils sont Mars, dieu de la guerre. Les Chinois, les Américains, ils en ont rien à cirer, notre gentillesse. Ils prennent, ils utilisent le droit extraterritorial, ils colonisent notre numérique, ils nous vendent leurs produits, ils nous prennent nos entreprises, ils nous infligent leurs brevets, et nous, on dit merci. Vous savez ce qu'a écrit, comment s'appelle-t-il? On dit merci à l'Union européenne. Où sont les protections? Non mais il n'y en a pas. C'est terminé ça, Arnaud. Vous parlez d'un temps. Non mais. Il n'y en a pas. Non mais c'est pas. C'est pas parce que vous avez arraché
37% de droits de douane sur les véhicules chinois. Mais c'est énorme. Mais c'est énorme. 40% Par rapport à de hausse des zéro. prix. Mais c'est rien Il par n'y avait rapport pas à ce que zéro, va faire vous le Trump. savez bien, il n'y avait pas zéro. C'est-à-dire Mais oui, lui, il qu'en fait 100%. Mon Et cher donc, Roland, je vais terminer mon propos. Oui. Et vous répondrez avec toute la faconde qui vous caractérise. Avec plaisir, en tout cas, je répondrai. Donc je vais terminer mon propos en disant l'Europe en est à la guerre de 14 et les autres, ils en sont à la 3e guerre mondiale. Et ils nous la font. On est en retard de 2 guerres. C'est énorme pour vous parce qu'on ne l'a jamais vu ça. Moi-même, pour arracher il y a 10 ans à votre place des droits de douane sur les aciers spéciaux chinois, il a fallu se pendre au lustre avec les Roumains, les Allemands et tout le tralala. On passait des nuits à Bruxelles pour arracher des bricoles. 37%, mais quand Trump est à 100%, on est à 37%. Donc en fait, il n'y a pas de problème. Nous allons être le déversoir de la tenaille Chine-Amérique et nous allons en être les premières victimes. Donc on n'est pas au niveau. Moi, et je vais vous dire vraiment, ce qu'on a fait dans le numérique. Je termine mon propos. Oui, et je vous avec laisserai la faconde parler. qui vous Je vous laisserai caractérise. parler. J'espère avoir une meilleure que la vôtre. Et je vais vous dire, on est dans une situation d'alarme et d'urgence parce que nous sommes attaqués de partout et que personne ne nous défend. Donc, et on n'a pas le gouvernement pour faire ça en France. Désolé. Ils sont où les dirigeants qui vont le dire? Ils font des discours, des rapports. Mario Draghi fait un rapport. Il est génial, le rapport de Mario. Ah, c'est bien déjà. Il est génial. Mais moi, je veux pas un rapport, je veux une politique. Je veux des mesures, je veux des décisions. C'est pour ça qu'on n'est pas content, monsieur Lescure. Roland Lescure. Non mais, Arnaud, vous avez une guerre de retard. Alors j'en ai peut-être 2, mais vous en avez perdu une. C'est que vous êtes encore dans la position qui était la vôtre quand vous étiez ministre. Et vous l'avez fait avec talent à l'époque. Vous avez été un des premiers lanceurs d'alerte sur le fabriqué en France et sur le fait que l'Europe devait changer de logiciel. Mais depuis, la France a changé et l'Europe a commencé à changer. La France a changé parce que, je le disais tout à l'heure, on a simplifié les procédures, on a investi dans les entreprises, on a investi dans la décarbonation, on a investi dans la Startup Nation qui a été glosée et moquée par beaucoup, qui fait qu'aujourd'hui, l'entreprise France est une entreprise plus dynamique, plus innovante qu'elle n'a jamais été, et on commence à avoir des résultats. On a détruit de l'emploi industriel, y compris quand vous étiez ministre de la Production, pendant 25 ans. On recrée de l'emploi industriel en France. On a détruit des usines, on réouvre des usines en France. Pas suffisamment. On est encore à peine 15% de l'industrie dans la part de la production nationale française, mais on a arrêté le déclin. Et il faut évidemment qu'on change de braquet. La première chose, et le président de la République a été suffisamment critiqué quand il l'a dit, et là je pense que je vous rejoins, il faut une pause normative. Il faut qu'on arrête les directives qui, les unes après les autres, complexifient la vie d'Alain et de ses collègues, et occupent beaucoup les parlementaires, mais pas beaucoup la réalité. La deuxième chose, c'est que oui, le rapport Draghi, il faut le mettre en œuvre, et il faut pour ça la volonté politique, et nous l'avons. Et on a commencé, je vous le rappelle, là aussi, vous le souhaitiez quand vous étiez ministre, vous n'y êtes pas réussi. Au sortir de la Covid, on a fait un endettement commun européen, un plan de relance européen. La France est sortie de la crise comme elle n'était jamais sortie de la crise, et c'est grâce à l'Europe qu'elle l'a été. Donc on a commencé à mettre en œuvre des politiques de relance communes. Et il faut évidemment continuer. De ce point de vue-là, moi je considère que l'élection de Trump est une bonne nouvelle parce que ça va nous forcer à agir. Est-ce qu'on va y arriver? Je ne sais pas. On a 26 partenaires à convaincre. Et moi je suis persuadé qu'on va le faire ensemble. Et qu'en tout cas, si la France, dans son petit coin, décide de construire le géant du miel, le géant de l'intelligence artificielle, le géant de l'automobile et pourquoi pas le géant de l'aéronautique tout seul, on n'y arrivera pas. Mais On est personne n'a condamné jamais à dit s'entendre, on est condamné à investir ensemble. Et oui, c'est plus difficile à 27 que tout seul, mais c'est la seule manière d'y arriver vraiment. Alors, Natacha premier Polony. point, personne n'a jamais prétendu qu'on allait faire quelque chose tout seul dans notre coin. Je pense qu'il doit rester 2 personnes en France qui croient ça. On est tous évidemment d'accord qu'il ne s'agit pas de défendre la France toute seule. Il s'agit de penser une Union européenne qui serve aussi les intérêts de la France et dans laquelle la France ne soit pas le seul pays qui se dise il faut être européen avant d'être français. Nous, on va d'abord montrer ne qu'on dit est des ça. gentils Mais Européens. personne ne dit Vous ça. n'arrêtez pas de Non, le mais faire personne et ne c'est dit ça bien non le plus. problème. Personne Mais- ne dit ça non plus. Pardon, mais c'est...
vous n'arrêtez pas de le faire. C'est-à-dire qu'en permanence, on a droit à des grands discours sur l'intégration européenne, ça va être formidable avec l'Europe. Jamais il n'y a d'analyse réelle de la situation des rapports de force en Europe, parce qu'il y en a des rapports de force en Europe. Et tout l'enjeu, c'est ça. Premier point, il y a des intérêts divergents dans l'Union européenne. Tant qu'on ne le dira pas ouvertement, on ne réglera pas le problème. Je prends un exemple. Là, sur le Mercosur, le traité avec le Mercosur, on va y avoir droit. Emmanuel Macron a dit qu'il n'était pas pour. Au départ, il était totalement pour. Il faut quand même se souvenir qu'au départ, c'est à partir du moment où Jair Bolsonaro est arrivé au pouvoir et a commencé à insulter Emmanuel Macron que là, il s'est aperçu que ça posait un petit problème. Donc il a retourné sa veste, il a décidé qu'il valait mieux éviter ce traité de libre-échange. Moralité, on va y avoir droit. Pourquoi ? Parce qu'à aucun moment, nous n'avons pris conscience de ces rapports de force et de la façon dont il fallait défendre nos intérêts en Europe face aux Allemands qui, systématiquement, dans tous les traités de libre-échange, sacrifient l'agriculture pour défendre l'industrie. Alors, au hasard, sacrifient l'agriculture française pour défendre l'industrie allemande. Pourquoi ? Parce que leur modèle à eux est fondé sur les exportations. Deuxième pays dont il faut connaître le modèle, regardez les Pays-Bas. Je pourrais vous citer la balance commerciale des Pays-Bas, elle est très simple. 120 milliards de déficit commercial vis-à-vis de la Chine, 170 milliards d'excédent commercial vis-à-vis du reste de l'Union européenne. Pourquoi ? Parce que les Pays-Bas fonctionnent comme un lieu d'importation, comme un cheval de Troie des produits chinois. Bon, donc tout ça, il faut l'avoir un tout petit peu en tête pour justement essayer de peser et faire en sorte de faire valoir des intérêts qui sont les intérêts de tous les pays européens. Parce que quand la France demande que soient taxées les voitures chinoises, la Chine prévient qu'elle va répondre à tous les pays d'Union européenne qui ont voté pour cette taxe. Moralité, l'Allemagne n'a pas voté pour, elle a voté contre. L'Espagne, courage fuyons, s'est abstenue. Et nous allons nous faire torpiller par la Chine. À quel moment on exige qu'il y ait une véritable solidarité européenne face à cela ? Jamais. Et dernier point, quand on a une politique européenne sur une industrie aussi importante que l'industrie de défense, qui fonctionne comme la facilité européenne pour la paix, c'est-à-dire un truc formidable, les contribuables européens, enfin en l'occurrence les contribuables allemands, français et italiens, puisque nous sommes contributeurs nets, mettent de l'argent pour permettre à des pays de fournir de l'armement à l'Ukraine. La Pologne l'a fait. Elle a fourni ses vieilles armes soviétiques à l'Ukraine et en échange, donc la facilité européenne pour la paix lui donne de l'argent pour racheter le matériel qu'elle a donné. Qu'est-ce qu'elle a racheté, la Pologne ? Des F-35, du matériel américain. Les contribuables français, allemands, italiens payent pour l'industrie de défense américaine. Là aussi, à quel moment on utilise le levier européen réellement pour défendre nos industries ? Jamais. Alors, juste avant de répondre, Roland Lescure, je vais devoir libérer Arnaud Montebourg. Je sais que vous êtes attendu sur un média. Merci d'avoir été avec nous. Je confie la défense de notre cause. Dans le micro, s'il vous plaît. Parfait. À Marianne. Merci Arnaud, on se retrouve demain. Merci. Pardon. Non mais, vous avez dit plein de choses et je voudrais pas donner l'impression qu'on a un débat caricatural entre les Européens et les Europessimistes. Bah non, non, mais donc, vous dites, l'Europe, c'est des rapports de force. Et vous pensez que moi, je suis arrivé avec ma fleur au Conseil européen quand je négociais la capacité des commandes publiques européennes à privilégier des achats européens. Les Allemands étaient contre, les Néerlandais étaient contre, on l'a obtenu quand même. Vous pensez qu'on a obtenu le plan de relance européen pendant la Covid avec notre fleur et notre fusil ? Non, on a été convaincre Angela Merkel, et c'est le président de la République qui l'a fait, de le faire parce que c'était indispensable. Donc évidemment, l'Europe avance de manière difficile. Il y a 27 personnes qu'on doit mettre d'accord autour de la table. Mais on le fait, on avance. Alors excusez-moi, mais votre histoire sur les Pays-Bas, ça n'a aucun sens. Mais ça reflète bien la manière dont vous regardez les choses. Pour vous, les Pays-Bas restent un pays autonome qui importe et qui exporte et qui se bat contre l'Europe. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, Rotterdam, c'est le plus grand port d'Europe. Et qu'effectivement, la plupart des marchandises importées en Europe, y compris par des entreprises françaises, arrivent à Rotterdam et que mécaniquement, elles sont ensuite exportées en France de Rotterdam. Mais l'importateur, il est français, il est allemand, il est italien. Il s'avère que Rotterdam est la porte d'entrée. Et moi, j'adorerais avoir un port...
J'adorerais avoir un grand port au Havre, encore plus qu'il ne l'est. J'adorerais avoir un grand Qu'est-ce port qui nous en Dunkerque. empêche? Mais on est exactement en train de faire ça en développant le port de Dunkerque, en développant la grande zone industrielle bas carbone de Dunkerque, grâce à la politique française et grâce à des fonds en partie européens. On a la plus grande aluminerie de Dunkerque, qui est en train d'Europe, pardon, qui est à Dunkerque, qui est en train d'être décarbonée. On a la plus grande aciérie de France et une des plus grandes d'Europe, ArcelorMittal, qui est en train d'être décarbonée. On est en train d'organiser la capture de carbone de ces industries pour la renvoyer en mer du Nord. Tout ça grâce au port de Dunkerque. Il faut développer nos ports pour évidemment mieux concurrencer Rotterdam. Il faut sans doute les libéraliser un peu, il faut sans doute aussi les rendre plus efficaces, mais aujourd'hui c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Moi, ce qui me frappe dans le débat qu'on a aujourd'hui, c'est pas que vous avez raison et que j'ai tort ou que j'ai raison et que vous avez tort, c'est qu'il y a des gens aujourd'hui dont je considère qu'ils sont défaitistes, critiques et insuffisamment progressifs. Effectivement, je trouve qu'aujourd'hui on a du mal à se mettre d'accord sur des objectifs qu'au fond on partage et que vous passez beaucoup de temps à nous critiquer. Ce que vous appelez défaitistes, c'est des gens qui actent votre défaite. Mais non, mais c'est trop facile ça, Natacha. C'est trop facile. Parce que si vous ne reconnaissez pas des points, juste fini, je termine. Non, c'est pas ce que je dis. Et je voudrais entendre Alain Di Crescenzo également. Je passe ma vie à penser qu'on doit faire mieux. Vous savez quoi? Si je ne pensais pas qu'on pouvait faire mieux, je changerais de métier. Mais quand on est... Merci. Ça arrivera sans doute bientôt. Si on ne peut pas reconnaître ensemble les quelques progrès qu'on obtient, on se retrouve dans un débat habituel, les pour, les contre, les blancs, les noirs, les mauvais, les méchants et les bons, et on n'avance pas. Moi, je suis persuadé que sur ces sujets-là, sur l'industrie, sur la décarbonation, sur la capacité de la France à compter en Europe, on peut avancer ensemble. On peut avancer ensemble. Mais reconnaissez quand même les quelques progrès qu'on a faits. Sinon, je suis toute prête. Je suis la non, première. J'en ai pas entendu un depuis tout à l'heure. On n'est pas là pour vous lancer des fleurs. Je suis la première à dire que vous avez payé une désindustrialisation de 30 ans et qu'a priori, il y a eu quelques prises de conscience. On s'en réjouit. Sauf que, d'abord, c'est très lent. Ensuite, pardon, mais vous êtes systématiquement coupé de toutes les possibilités d'alliance en Europe qui permettaient d'être plus fort vis-à-vis de l'Allemagne, vis-à-vis des Pays-Bas. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune politique complète. On est dans des mots. Les mots sont souvent excellents. En effet, on entend parler de souveraineté. C'est génial. C'est pas moi qui vais m'attrister. Mais ce sont des mots. Juste un petit exemple. Un exemple et après je rapide, je voudrais entendre Alain Di Crescenzo, s'il vous plaît. Le nucléaire, les Allemands sont contre. On a construit une alliance du nucléaire qui fait qu'aujourd'hui en Europe... Après avoir fermé une centrale et avoir mis fin au projet Astrid. Et là encore, vous pouvez tout descendre. Mais aujourd'hui, il y a une majorité de pays européens qui sont pro-nucléaire. On est en train de redévelopper le nucléaire en Europe. Et ça, c'est grâce à la France. Reconnaissez-le. Je reconnais que vous avez tout à coup découvert la Lune. Il était temps, après avoir commencé à torpiller une filière. On va rester sur l'Europe. Alain Di Crescenzo, quand on n'est pas en confiance sur l'Europe, ou en tout cas qu'on ne partage pas cette vision, est-ce que c'est du défaitisme? Est-ce que les entreprises qui disent aujourd'hui que l'Europe est un frein pour elles, qu'il y a trop de normes, ou qu'en tout cas c'est compliqué, que c'est pas facile d'avoir de la commande publique parce qu'il y a des normes européennes, est-ce que c'est du défaitiste? Non, mais premièrement, les entreprises, en premier, elles ne disent pas on n'arrive pas à bosser en Europe. Elles disent le contraire aujourd'hui. La vraie vie de tous les jours, c'est ça. La question, c'est pas de savoir est-ce qu'on arrive à travailler en Europe, c'est est-ce que l'Europe empêche ou favorise finalement ce développement? Parlons-en du Made in France. Volontiers. Et de l'Europe. On est au bon endroit. Dedans, et je voulais reprendre ce que disait Roland. En 4 ans, on a créé globalement 150 usines, 150 000 emplois. 150 000 emplois. Donc ça faisait des années, on a perdu 2 millions d'emplois entre 1970 et 2020. Donc ça veut dire que quelque part, avec la volonté de notre pays, avec les plans de relance successifs, avec France 2030, avec le verdissement de l'économie, avec de la technologie en plus, on arrive à créer. Et ça, si vous voulez, c'est les faits. Alors maintenant, est-ce qu'on doit se dire on est content ? Mais on l'a vu la surnormalisation. Moi, je l'ai vu aussi. J'ai vu arriver sur les dispositifs médicaux mes entreprises qui venaient me dire mais on ne comprend pas, il faut vite passer un test sur des dispositifs médicaux parce qu'autrement, on n'est plus habilité à vendre nos dispositifs alors que nos concurrents européens le font.
Ben écoutez, on s'est bougé les fesses, on a fait bouger les choses. Donc moi, ce que je crois, on l'a décalé ensemble. Moi, ce que je crois, si vous voulez, c'est que on a une situation de fait dans laquelle on vit et quelque part qui nous est plus favorable. Il faut essayer de décortiquer et d'enlever les freins. Les freins, c'est la surnormalisation. Les freins, c'est la CSRD. Je le dis. La CSRD, on le sait, on croit que c'est de la surnormalisation par rapport au rapport, si vous voulez, d'empreinte carbone que peuvent avoir nos entreprises au RSE. Mais on sait très bien que ça va se propager dans les PME-PMI. On sait très bien que les règlements aujourd'hui en Europe ne sont pas adaptés à nos PME-PMI. Et en France, elles sont plus petites qu'en Allemagne. Ben ça, il faut le faire évoluer. Donc, si vous voulez, il y a une situation où il y a un marché qui nous est globalement favorable. Il ne faut pas le jeter, il faut l'améliorer. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on doit être au combat sur les normes. Et moi, je trouve que quelque part, l'écosystème dans lequel je fais partie, on ne se bat pas assez. On ne va pas aller chercher des projets européens aussi. L'Espagne a plus de rendement sur les projets européens que la France. Et donc, on doit aller chercher ça et on sera peut-être moins net, justement, dans notre contribution avec l'Europe. Faire sauter les freins, c'est bien. Je pense que j'ai pas un débat autour du fabriqué en France. On va pas me parler de la commande publique en me disant mais de toute façon c'est l'Europe. On a l'impression que effectivement faire sauter les freins c'est bien et qu'en même temps quand on dit faisons sauter ce frein, on peut pas, c'est l'Europe. Juste un truc sur la Oui, commande publique. Bien sûr. Moi aussi. Il y a une boîte, mais vraiment moi ça a été à la fois mon désespoir et mon espoir. Désespoir parce que ça montrait tout ce que vous montrez qui marche pas et mon espoir parce qu'on a réussi à changer les choses. Carlyle, une boîte qui fait des poches à perfusion à Tourcoing, avec du paracétamol et des antibiotiques. Mais ils font les poches à perfusion, dont on a manqué pendant la Covid. Cette boîte allait fermer. Cette boîte allait fermer, parce qu'elle avait deux concurrents, un Allemand et un Américain. L'Américain, en passant, produisait en France, qui vendait moins cher qu'eux. Et deux, parce que l'actionnaire n'avait plus les moyens de développer l'entreprise. On s'est dit, on va trouver un repreneur pour cette boîte. On a cherché, on a passé 100 coups de fil, on a convaincu 100 personnes de regarder le dossier. Il n'y en a qu'un qui l'a regardé finalement, c'est Sébastien Guettan, un industriel pharmaceutique de Lyon. Il a mis des sous, il a repris Carlyle, il la développe, il investit. Qu'est-ce qu'on a fait en échange? Un peu de subvention, ce n'était pas l'essentiel. On a convaincu les hôpitaux publics, on a convaincu les acheteurs publics de s'engager, non pas ad vitam aeternam à acheter français, moi je ne crois pas à ça, mais à acheter du Carlyle pendant 3-4 ans, le temps de redresser la boîte, de manière à ce qu'elle retrouve sa compétitivité, qu'elle puisse investir et qu'elle vende des poches à perfusion non seulement en France, mais ailleurs en Europe. Et donc quand on veut, on peut. Alors on peut passer son temps à dire ça ne marche pas et de toute façon vous vous réveillez juste et on commence. Ou on peut montrer par l'exemple qu'on a été capable de changer ça. Et de changer ça, y compris vis-à-vis du droit de la concurrence Mais pourquoi européenne. l'exemple n'est pas la Je norme? suis ravie pour Carlyle, mais à quel moment est-ce qu'a été mise en place une véritable politique de formation de l'ensemble des fonctionnaires français Eh ben, pour qu'ils réorientent il y a la commande un an, publique? Madame Enfin, Polony, on a je suis rassemblé désolée, tous les c'est acheteurs publics. hallucinant de voir à quel point il n'y a pas une cantine, il n'y a pas un hôpital qui réellement. Non, ça c'est puisse- pas vrai. Il y en a Non, qui mais le font, il y en a il qui y en le a font qui pas. le font à titre individuel. Il n'y a pas de politique en France d'orientation de la Si, commande publique il y en a une. vers Elle est les visiblement produits méconnue. locaux. Elle Laurence- n'est pas méconnue, c'est qu'elle n'existe pas. Thomas c'est que ça ne Cazenave, se fait ministre pas. du Budget et C'est- moi, c'est on un a levier rassemblé tous les fondamental. acheteurs publics il y a un an, leur disant maintenant vous achetez français, c'est terminé. On vous donne les moyens de le faire avec des labels, vous achetez français. Et ils le font de Visiblement, plus le en plus. message n'est pas encore passé. Et hein. donc, je ne veux pas faire de régionalisme, mais moi, Oui. je l'ai fait en 2010. On a pris les acheteurs publics de Midi-Pyrénées, c'était la région Midi-Pyrénées à l'époque, on les a formés, parce qu'on nous disait que le règlement européen nous empêchait d'acheter local. Mais vous ne voyez pas la localité comme étant donc une région, un département. On a simplement regardé la loi, et on a simplement fait rentrer en 2010 l'empreinte carbone des produits et la distance. Et Oui, mais pourquoi comment ça se reste fait- de l'exemple excusez-moi, et pas la norme? mais non, mais parce que la norme, c'est une chose, mais l'exemple, on peut s'en servir aussi. Et donc, ça marche. Et aujourd'hui, si vous voulez, par rapport aux achats publics, et j'en reparlais encore cette semaine, je crois qu'il faut rééduquer, mais tu l'as fait, moi je l'ai fait dans mes territoires, de façon à ce que dans nos établissements publics de l'État, que je préside, entre autres, ben, nous ayons des produits français. Et à 98%, j'achetais des produits français et assez régionaux en ce qui concerne... 90% de la viande consommée dans les cantines scolaires, par exemple, est importée.
Et je pourrais vous citer des dizaines Mais d'exemples. Vous Natacha, savez comme quoi ça. pas oublié, On a on n'est un pas vrai obligé. problème de compétitivité de la filière bovine. Ça fait des années que ça dure. Moi, j'ai été viré manu militari par les éleveurs bovins du sommet de Clermont-Ferrand parce que j'avais voté le CETA. L'horreur, le CETA, vous savez, celui qui devait nous inonder de produits bovins. La réalité, c'est qu'il y a aujourd'hui des normes européennes sur le bœuf et qu'elles ne s'appliquent pas au Canada et que du coup, le Canada ne peut pas exporter du bœuf en Europe et qu'il n'en exporte pas. Comme quoi, les normes, parfois, ça a du bon. Mais le vrai sujet aujourd'hui, c'est la compétitivité de la filière bovine française par rapport à une filière irlandaise. C'est pas les méga fermes du Brésil qui sait, elle, transformer en profondeur et qui est aujourd'hui plus à même de vendre du bœuf de qualité et qui en vend en partie dans les cantines françaises. C'est quand même malheureux qu'on apporte du bœuf irlandais, mais il y a un vrai sujet d'organisation de la filière pour l'avoir étudié de près. Je peux vous dire qu'il devrait, je dirais, s'améliorer un peu, ça c'est sûr. Je voudrais juste recentrer, on parle de l'Europe, est-ce que c'est un atout ou un frein pour le Made in France et pour juste qu'on sorte de là-dessus, un l'exemple petit point. de la Non, commande mais publique. parce que ça, Oui, c'est voilà. important. La Bien sûr. commande publique, c'est essentiel. Moi, je veux que le miel d'Arnaud-Montebourg, il puisse être aussi acheté par des cantines allemandes. C'est-à-dire que la norme qui consisterait à dire maintenant, la loi française oblige les acheteurs français à acheter français, se traduira évidemment par une loi équivalente en Allemagne où les gars nous diront bah, vous êtes bien gentils, mais votre miel français, on ne l'achètera pas. Donc, il faut avoir une industrie suffisamment compétitive pour qu'elle puisse s'exporter en Europe. Il faut que les acheteurs publics aient le droit d'acheter français s'ils le souhaitent. Et ça, ce n'était pas possible avant. Et ça l'est, tu l'as dit, grâce à l'empreinte carbone qu'on a intégrée dans un règlement européen il y a 2 ans. C'est peut-être plus trop tard, mais mieux vaut tard que jamais. Et donc, on est en train de changer cette philosophie. Ça commence à avancer. Évidemment, on n'a pas tout réglé, mais ça commence à avancer. Et le succès de ce salon, d'ailleurs, le montre. On a 100 000 personnes aujourd'hui qui sont contents d'acheter français. C'est bien quand Non, même. mais Et on qui- s'en et qui réjouit, achète. pardon, mais ce salon, il a commencé tout seul dans l'indifférence générale Porte de et Champéret. notamment dans l'indifférence des politiques. Moi, je l'ai et de inauguré ceux qui 3 sont fois au en tant que gouvernement ministre. depuis 7 ans. Enfin, je pense que vous pouvez reconnaître quand même Je reconnais que que ce combat, je l'ai porté. J'en ai inauguré 3 des salons MIF comme ministre de l'Industrie et je pense que j'ai montré que je soutenais cette cause. Peut-être pas avec les mêmes moyens, mais je pense que sur l'objectif, on est d'accord. je vous l'accorde totalement et j'avais le plaisir de vous accueillir. J'entends aussi le point où longtemps cette édition, par exemple, de ce plateau télé existe depuis 6 ans sur le salon du Made in France et que en 2017, c'est quand un article de Marianne dénonçait que personne du gouvernement n'était présent qu'on avait dépêché Agnès Pannier-Runacher en fin de salon à la fermeture pour calmer la presse parce que l'article de Marianne était repris par toutes les rédactions. Rétablissons cela également. Juste pour revenir sur ce débat de l'Europe. Bon, alors finalement, si je comprends Natacha, c'est une excuse de dire que c'est à cause de l'Europe. Ah mais oui, moi je crois que c'est pas à cause de l'Europe. Le problème, c'est la façon dont les politiques français n'utilisent pas les leviers européens, ne défendent pas les intérêts français en Europe et les intérêts européens dans le monde. C'est ça le problème. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'expliquer que nos voisins sont méchants. Je veux dire, ils défendent leurs intérêts et c'est parfaitement normal. La question, c'est de savoir comment nous, on met en place des politiques qui soutiennent réellement les gens qui bossent en France. Or, ça n'est pas fait suffisamment. Et surtout, défendre tout simplement le véritable libéralisme, la concurrence libre et non faussée. Or, ça fait des années que j'entends par exemple sur les traités de libre-échange, c'est formidable, on va mettre des clauses miroirs, etc. En fait, les clauses miroirs ne sont jamais effectives, il n'y a aucun contrôle. Et en revanche, c'est d'une naïveté extraordinaire. Et on continue à avoir des possibilités d'importer, notamment dans la grande distribution, des produits, c'est ce que vous disiez Anthony en début de plateau, c'est-à-dire qu'on importe des produits qui sont interdits. Ils sont interdits à fabriquer chez nous, mais en revanche, ça ne nous pose aucun problème de les importer. Le CETA pour ou C'est contre, tout Natacha? ça Le qu'il faut- CETA pour ou c'est- contre? Mais la question, c'est pas Ah le bah si, CETA, si, c'est parce que comment- ça, c'est comment on c'est un le traité de négocie libre-échange. et c'est comment ensuite Exactement. on protège et Le on CETA, contrôle. il a été négocié par Sarkozy, signé par Hollande, amélioré par Macron parce qu'il a introduit des clauses miroirs dedans. Pour ou contre? Non, mais vos clauses miroirs, elles ne sont Non mais pas pour ou contre vérifiées. le CETA? Premièrement. Pour ou contre? Deuxièmement, mais je vous dis, ce n'est pas pour ou contre le CETA. C'est CETA de aujourd'hui, quel accord c'est 2 fois plus. négocié comment?
Le CETA, c'est 2 fois plus de fromage français exporté au Canada, c'est 2 fois plus de vin, c'est c'est Bombardier qui a été racheté par Alstom et c'est 0 gramme de bœuf canadien dans nos assiettes. Jamais au Zéro. début que Zéro. le traité Ça de fait 7 ans qu'il est en libre-échange jeu. détruise Ça les fait 7 filières. ans qu'il est en C'est cours. au fur et à 7 mesure. ans. On a fait la même chose avec le traité Non, avec non, le non, Maroc. le Canada, ça fait 7 ans qu'il est en cours, il n'y a pas 1 gramme de bœuf dans vos assiettes. Donc moi, marcher par la peur, non. Marcher c'est pas par la peur. raison, oui. C'est Vous pas avez la raison, peur. le commerce C'est international bête et justement la méchant. raison, c'est-à-dire Ben, l'observation la raison, c'est des que le règles Canada, aujourd'hui, précises. ça profite à l'industrie française. Pardon, mais si on se prend le Mercosur, vous allez voir si ça va faire du bien à Et je suis contre le l'agriculture Mercosur. française. Je suis Et contre on le Mercosur, refera, mais j'étais pour le CETA. Et on refera une conférence pour en parler à ce moment-là. Je suis contre avec le grand plaisir. Mercosur, Non, non, donc on mais- sera d'accord là-dessus. Bon, bah super, mais on pourra quand même refaire une conférence tous ensemble Mieux si vaut vous tard voulez que bien, jamais. Roland Lescure. On arrive à la fin de cet échange. Je voudrais juste peut-être dire un mot parce qu'on va se retrouver demain à 10h30, cher Alain Di Crescenzo, en compagnie d'Antoine Armand, ministre de l'économie, notamment pour commenter une étude faite par CCI France sur l'image du Made in France à l'international. Vous avez sondé plusieurs pays à travers le monde. On ne va pas dévoiler le contenu de l'étude puisqu'on va le faire demain à 10h30. Peut-être juste petite primeur pour nous autour de l'Europe, puisque c'est le sujet. Comment est perçu le Made in France dans l'Europe? Vous avez notamment sondé l'Italie. On a sondé l'Italie, on a sondé l'Allemagne aussi. L'Allemagne. Et donc, globalement, les deux pays nous disent la même chose. On voit nos produits comme des produits de qualité. Vous voyez, ça venant de l'Allemagne, ça nous impressionne un petit peu quand ils parlent de Deutsche Qualität, premièrement. Deuxièmement, ils nous voient plutôt dans le moyen haut de gamme et ils nous voient comme des pays, des produits innovants. Et surtout, le message qui nous passe, si vous voulez, c'est de dire, vous avez des produits, mais il n'y en a pas assez chez nous. Et donc, c'est le grand message, c'est qu'on va en consommer plus. Donnez-nous plus de produits, donnez-nous plus de diversité. Et puis, on a un petit message, ça peut être moins cher, ça nous intéresse aussi, mais voilà. Donc, si vous voulez, on a été plébiscité. Et je sors de l'Europe. La plus grande surprise qu'on ait eue, c'est la Chine. Dans le panel chinois qu'on avait, qui est un panel comme les Américains, etc., 98% des Chinois avaient goûté un produit français et 37% l'avaient goûté à plusieurs reprises. Et les Chinois nous disent, on en veut encore plus, venez chez nous. Et on aimerait bien avoir moins de droits de douane, mais ça ne dépend pas de nous. Voilà. Donc une plébiscité, si vous voulez, le Made in France. Et donc ça veut dire que ce qu'on fait avec nos forces et nos faiblesses, on est plutôt dans la bonne direction. Plutôt dans la bonne direction. Ça s'applaudit. Une très bonne étude. On va la détailler demain à 10h30. Finalement, c'est vrai que c'est aussi un peu français. On aime parfois s'auto-flageller, c'est-à-dire les Allemands, c'est la Deutsche Qualität, le français, le Made in France, c'est trop cher. On est content de voir mais ici. ce qu'on voit ici, c'est que Exactement. des gens qui innovent, qui créent, qui en veulent. Ça, Et c'est surtout la positif. compétitivité qui est de plus en plus au rendez-vous. On est très heureux à faire en France Magazine d'avoir lancé la semaine de la compétitivité en montrant des produits du quotidien qui sont au même prix, voire moins chers que des produits qui viennent de très loin. Donc soyons fiers de notre France, croyons en l'Europe, croyons aux atouts de l'Europe. Oui, Alain. Non, simplement, puisque vous êtes là, allez voir Cécile, allez voir Plume. Allez Exactement. voir, c'est des produits du quotidien. Vous verrez, ils ne sont pas plus chers et ils sont magnifiques et Et fabriqués les cosmétiques comme avant parce que Comme on est avant à aussi, côté de tu as Marseille raison, comme tu as ça. raison. Et le Merci. miel, et le miel, et le Et miel. le miel, tout le monde. Merci, on peut applaudir Natacha Polony, directrice de la rédaction de Marianne. Cette conférence était organisée par Marianne. Merci Natacha. Alain Di Crescenzo, président CCI France, et Roland Lescure, ancien ministre, vice-président de l'Assemblée nationale. On se retrouve dans quelques instants pour les grands prix du Made in France. A tout de suite.